Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. On a vraiment plus que le... tu vois. Bien, c'est bien. Bonjour, pour ceux que j'ai pas vus. Finalement, on lance un produit, mais on lance un produit d'une histoire qui, pour nous, a commencé finalement en 2002, lorsqu'on mettait nos premières cartes réseau dans les premiers processeurs. Heureusement pour nous, on allait passer pour des dinosaures, il y a eu des gens qui avaient travaillé avant. On va parler globalement là d'une histoire des réseaux scéniques, qui a surtout commencé, c'est vrai, par l'audio professionnel, même si aujourd'hui, on voit que toutes les commandes, systèmes d'éclairage, vidéo sont en train de rejoindre une même infrastructure. Il y a eu un réseau, il y en a plein, des protocoles. On va en citer quelques-uns, parce que c'est dur de tous les éliminer. On va prendre ceux qui ont marqué l'histoire et ceux qui ont varié dans leur philosophie, parce que finalement, c'est comme ça qu'on retrace un peu les choses. En 1996, il y a une société qui s'appelle Peak Audio, qui deviendra une filiale de Cirrus Logic plus tard, qui invente un protocole qui fonctionnait sur une base de 100 mégabits seconde et qui permettait d'échanger 32 canaux dans un sens et 32 dans l'autre en 48 kg, 24 bits, ce qui était déjà un format à l'époque assez haute résolution. Peut-être la limitation de ce protocole, ça a été d'avoir une latence de 5,3 millisecondes. C'est un protocole qui a équipé la plupart des parcs Disney, qui a fait le Super Bowl aux États-Unis. C'est un protocole qui a eu du mal à se répandre en Europe. Parce que, en tout cas, dans nos métiers un peu moins, de live, tout simplement parce que 5,3 millisecondes de latence, que pour le réseau, hein, au-delà de la conversion des conversions, c'était pas acceptable. Pour autant, c'est quand même eux les pionniers. Et c'est eux qui ont eu cette première idée de dire que dans un câble RJ45, on allait passer non seulement les canaux audio, mais on allait énumérer les unités présentes sur le réseau et les contrôler à distance. Et puis finalement, arrive quelque chose qu'on connaît mieux chez Agora, tout simplement aussi peut-être parce que ça a été inventé en France, ce qu'on appelle le protocole Ethersound, qui en fait a été relâché en 2001 par la société Digigram. Et il s'est d'abord construit sur une base 10 mégas, mais il a très vite viré sur le 100 mégas. Lui permettait d'échanger 64 canaux dans un sens, 64 dans l'autre, en 48 kg, 24 bits toujours. Mais là, on tombe à la microseconde de latence. Et tout d'un coup, ce réseau devient quelque chose d'exploitable. Il avait une autre particularité, ce réseau, enfin ce protocole, on va parler de protocole exactement, c'est qu'il avait une latence extrêmement déterministe. On pouvait connaître la latence d'entrée-sortie à n'importe quel point du réseau. Et surtout, du fait de son moyen de transport, il était ce qu'on appelle un réseau en point à point. Ça veut dire qu'on sortait d'un out et on rentrait dans un in. Et je vous assure que quand vous avez fait énormément de sons et que vous avez branché toute votre vie des XLR ou des speakons, d'avoir des repères out-in qu'on est aujourd'hui en train d'abandonner, ça a très certainement permis au milieu du spectacle vivant et de l'audio professionnel d'accepter assez facilement ce réseau. En 2006, nous, on entend parler d'un truc qui se prépare en Australie. C'est des anciens de chez Motorola qui remontent une société et qui nous parlent d'un autre protocole. On en entendait vaguement parler. Il y avait très peu de communication à l'époque, en 2006. D'un protocole qui échangerait 2 fois 512 canaux et qui permettrait surtout d'accepter différents échantillonnages et différentes quantifications.
Et on nous annonce à l'époque que ce réseau sera sur la couche 3 et non sur la couche 2. Alors, juste pour vulgariser, ça veut dire qu'en gros, ça sera sur la couche IP, celle qu'on connaît la mieux, alors que la couche 2 est une couche de MAC adresse. On voit le truc venir, nous on était très Ethersound, mais pas parce qu'on le pratiquait. On entend parler du truc, on se dit bon, on verra. Et là, en 2004, on avait aussi entendu parler de quelque chose qui poussait plutôt côté américain, qui s'appelait l'AVB. Et l'AVB, c'était avant tout un travail universitaire qui vite a été repris par un consortium industriel. On parle de Broadcom, de Cisco, d'Harman International et d'Intel Insync, ça veut dire plutôt côté informatique, pour essayer de déterminer un standard pour que les appareils puissent être interopérables. Tout ça, c'était très vague, parce que finalement, quand même, sur le marché français, européen, Ethersound dominait énormément le marché.